raconte. Christophe Ondelatte. Le mobile du crime que je vais vous raconter est absolument stupéfiant. Ça a à voir avec le sexe, qui est souvent le moteur des meurtriers, mais dans une version quasi unique. Il s'agit de l'enquête sur le meurtre en mars 2013 à Vry, en Loire-Atlantique, d'Anne Barbeau. C'est une affaire que nous débrieferons avec maître Céline Pellerin-Goubou, avocate de la défense dans ce dossier. Voici donc cette histoire hallucinante, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Allô? La gendarmerie de Saint-Marc-la-Jaille? Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que ma femme a disparu. Elle est partie ce matin pour aller au Super U de Candé, où elle est caissière, et elle n'est pas arrivée à son travail. Alors j'ai refait en voiture tous les itinéraires possibles, au cas où elle serait tombée en panne. Mais bon, je ne l'ai pas trouvée. Et je vous avoue que je suis assez inquiet quand même. D'accord. Son nom et son adresse, s'il vous plaît. Anne Barbeau, avec un T. On habite à Vry. Et vous, vous êtes donc son mari? Votre nom? Didier Barbeau, B-A-R-B-O-T. La marque et l'immatriculation de sa voiture, je vous prie? Une Peugeot 306 verte. Immatriculée, attendez, je réfléchis. Oui, voilà, 48 BBN 44. Bravo November, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Vers quelle heure est-ce qu'elle est partie de chez vous ce matin? Écoutez, je sais pas précisément, je suis agriculteur. Et j'étais à la traite. Mais bon, d'habitude, elle se lève à 7h, elle embauche à 7h45, donc elle a dû partir vers 7h30. D'accord. Bon, là, il est 11h, monsieur. Faut peut-être pas s'inquiéter outre mesure, non? Moi, je comprends ce que vous dites, hein. Mais ça lui ressemble pas du tout de pas donner de nouvelles comme ça, ni à moi, ni à ses employeurs au Super U. On est le samedi 16 mars 2013, à Vry, en Loire-Atlantique. Et donc, Anne Barbeau, 38 ans, a disparu. Elle n'est pas à son travail. Elle n'est pas non plus dans un hôpital du coin. Les gendarmes vérifient tout de suite. Elle s'est volatilisée. C'est souvent comme ça que ça commence. Un crime. À 14h, le mari, qui est toujours sans nouvelles, débarque à la gendarmerie. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Quand je me suis levé pour la traite, à 6h. Elle était dans notre lit, quoi, puis elle dormait. Et donc, elle, selon ce que vous avez dit ce matin, elle est partie vers 7h30, c'est ça? Oui, voilà. Elle s'est couchée à quelle heure hier soir? Et vous d'ailleurs, à quelle heure est-ce que vous vous êtes couché? Moi, je me suis couché tôt, puisque je me lève tôt pour la traite. Vers 9h15, 9h30. Et elle a regardé la télé, mais quand elle s'est couchée, elle m'a réveillé. Quand elle est rentrée dans le lit, elle avait les pieds tout froids. Je pense qu'il était 23h, quelque chose comme ça. Il a de la chance, Didier Barbeau. Le gendarme ne l'envoie pas bouler en lui disant « Elle n'a disparu que depuis ce matin, soyez patient, elle reviendra sans doute. » Non. Ils prennent cette disparition très au sérieux. Et les habitants du village de Vry aussi. C'est un tout petit village. Il n'y a que 750 habitants. Dès le lendemain, le dimanche, ils se lancent dans une grande battue et ils impriment des affichettes sur la photocopieuse de la mairie qu'ils vont coller partout. Et la nuit tombe. Et toujours pas de nouvelles d'Anne. Pour comprendre la mobilisation des habitants de Vry autour de Didier et du sort de sa femme, Anne, il faut que je vous dise 2 ou 3 choses. D'abord, Didier est originaire du village et Anne du village d'à côté. Ensuite, Didier est agriculteur. Il a repris la ferme de son père, 80 hectares. Un paysan dans ce coin-là, c'est quelqu'un d'important. Et puis c'est un couple qui suscite la sympathie à Vry. Parce que ça fait des années qu'ils essayent d'avoir un enfant et qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont fait des filles,
Anne est finalement tombée enceinte d'une petite fille, mais elle est mort-née. Alors ils étaient sur le point d'adopter un petit garçon, un petit Éthiopien. C'était, je dirais pas une question de jour, mais une question de mois. Bref, Anne et Didier sont des gens touchants. Et ça explique toute cette mobilisation autour d'eux. Ça fait 4 jours qu'Anne a disparu. Et soudain, il y a du nouveau. À 300 mètres de la ferme, un promeneur est tombé sur une guêtre en laine. Et vous êtes certain que ça appartient à votre femme? Ah ben oui, j'en suis sûr, c'est à elle. Hein. Et ça c'est inquiétant. Parce que ça renvoie à l'hypothèse d'une agression. Une agression suffisamment violente pour que Anne ait perdu une de ses guêtres. Et puis le lendemain, on trouve un chéquier à son nom, sur le bord de la route, pas loin du Super U. Il manque 5 chèques, dont les talons sont vierges. Les gendarmes contactent immédiatement la banque, au cas où un de ces... À part ça, il y a une autre hypothèse. C'est qu'Anne ait été agressée chez elle, avant de partir. Didier était à l'étable en train de traire les vaches, il a très bien pu ne s'apercevoir de rien. Et donc les gendarmes débarquent à la ferme et pulvérisent un peu partout leur fameux Blue Star, qui est un révélateur de taches de sang, qui ne révèle rien. Ça fait maintenant 1 semaine qu'Anne a disparu. Et on en parle dans les journaux et à la télé. Et Didier se retrouve en première ligne, naturellement, à donner des interviews. Et l'inquiétude monte. Jusqu'à ce que dans une forêt pas loin, à 10 km, on retrouve la voiture d'Anne, carbonisée. Et dans le coffre, Anne, carbonisée, elle aussi. Plus la peine de la chercher. Elle est morte. Et ce n'est pas un accident. Hein. On meurt rarement dans le coffre de sa propre voiture. On l'a tuée. Et maintenant, il faut savoir qui l'a tuée. Et pourquoi. En se penchant sur la voiture, un expert de la gendarmerie ouvre une première piste. Vu la position du siège conducteur et la taille de la dame aussi, c'est pas elle qui conduisait. Hein, ça c'est sûr. Je dirais qu'il faut mesurer au moins 1m75 pour conduire dans cette position. Elle a été tuée par quelqu'un de plus grand qu'elle. Quelqu'un qui croit peut-être avoir commis le crime parfait, mais qui n'a pas pensé à repousser le siège vers l'avant. Voyons maintenant ce que donne l'autopsie. Vous allez me détester, mais compte tenu de l'état du corps, je ne vais pas pouvoir vous dire quand cette femme a été tuée, et pas non plus comment elle a été tuée. Le feu a dévoré tous les indices. Mais j'ai quand même quelque chose pour vous. Il ne reste pas grand-chose des poumons, mais nous n'avons pas trouvé de suie à l'intérieur. Cela veut dire qu'elle est morte avant qu'on ne mette le feu à la voiture. Elle n'a pas été brûlée vive. C'est déjà ça. Mais le légiste a autre chose pour vous. Dans ce qui reste de l'estomac, j'ai identifié des traces de légumes verts, de viande et de féculents incomplètement digérés. Ce qui veut dire que la dame est morte peu de temps après les avoir mangés. Ah bon? Elle a disparu un matin, pourtant. Son mari dit que la veille, ils ont mangé une galette complète, œufs, jambon, fromage. On l'aurait donc tuée juste après.
Le temps de retrouver le cadavre, le temps de l'autopsie et des analyses. Anne est enterrée 1 mois après son meurtre, à l'église de Candé. Et comme ça se fait dans les obsèques d'aujourd'hui, le mari, vacillant, monte à l'autel et prend la parole. Je voudrais remercier tous ceux qui, pendant de longues journées d'attente, étaient à côté de moi, à la chercher, avec l'espoir qu'elle était vivante. Couchée dans son cercueil, réduite à l'état de charbon, Anne porte sa robe de mariée. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Vous en êtes où dans votre caboche? Je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose. Marie éplorée, qui est en tête des recherches, et qui donne des interviews à la télé, et qui maintenant vient pleurnicher au pied du cercueil. Daval, Jonathan Daval. Du coup, vous commencez à envisager la suite, n'est-ce pas? On de la raconte la suite de votre récit. Un peu plus de 2 mois après le meurtre de sa femme, et alors que l'enquête patine sec, Didier Barbeau fait une tentative de suicide. Il appelle un copain. J'en peux plus. Je vais en finir. Et le copain le retrouve pile à l'endroit où on a retrouvé sa femme Anne carbonisée. Il est couché dans sa voiture, il est shooté aux médicaments, le moteur est allumé, et il y a un tuyau de plastique qui va du pot d'échappement jusqu'à l'habitacle. Il a voulu mourir, ça s'est joué à pas grand-chose. Mourir de chagrin ou mourir d'inquiétude. L'été se passe, et maintenant c'est l'automne. Et 8 mois après le meurtre d'Anne Barbeau, coup de théâtre, les gendarmes débarquent chez Didier et le placent en garde à vue. Et pas que lui. Ils interpellent aussi une fille du village, une certaine Stéphanie Livet. Ils ont bien caché leur jeu, les gendarmes, parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont au courant. Cette Stéphanie est la maîtresse de Didier depuis 2 ans. Et pour le découvrir, il aura juste suffi d'aller chez les voisins de la ferme. Oh ben fallait voir le cirque, hein. Elle arrivait dans sa 406, là, elle se garait juste là-bas, là. Et elle regardait la ferme à la jumelle jusqu'à ce qu'il la rejoigne, quoi. Elle a fait ça plus d'une fois, hein. Ça je peux vous le dire. Et ça, voyez-vous, ça éclaire cette affaire d'un autre jour. Vous noterez que ce n'est pas parce qu'il a une maîtresse qu'il a forcément tué sa femme. Mais il a caché l'existence de cette liaison aux gendarmes, depuis le début. Eux, de toute façon, depuis le premier jour, ils avaient un doute. Depuis le moment où il les a appelés pour signaler la disparition de sa femme. Séquence flashback. Donc, vous dites que votre femme a disparu? Vous avez essayé de la joindre sur son portable? Non. Non, j'ai pas essayé. Il n'a pas essayé d'appeler sa femme qui a disparu. Dès la première minute de cette histoire, il s'est jeté dans la gueule du loup. Et le loup s'apprête à le dévorer, tout cru. Car il se pourrait bien que cette Stéphanie Livet soit beaucoup plus qu'une maîtresse. Qu'elle soit une complice du meurtre. Parce que pendant les mois qui se sont écoulés, les gendarmes les ont placés sur écoute tous les deux. Et voici un échantillon de leur conversation. Je sais pas trop quoi faire des vêtements d'Anne. Oh, mais je sais pas, moi. T'as qu'à les brûler. Ça les fait marrer, les beaux. Et si c'est lui qui a tué sa femme, eh bien ça suggère au minima qu'elle était au courant. Et il n'y a pas que ça.
La veille de la disparition d'Anne, entre 20h et 22h, ils se sont contactés 50 fois par SMS. Alors que vous vous rappelez que Didier Barbeau a dit aux enquêteurs qu'il était allé se coucher avec les poules à 9h15. Eh bien, il a échangé avec sa poulette jusqu'à 22h. 50 fois. Dernier élément confondant avant d'aller assister à leur garde à vue. Un truc qui va vous enlever tous les doutes qui traînent dans votre tête. S'il en reste. La nuit qui précède la disparition d'Anne Barbeau, vers minuit et demi, le téléphone portable de Stéphanie Livet a borné, devinez où ? Dans la forêt où on a retrouvé la voiture carbonisée et le corps d'Anne, dans le coffre. Et maintenant, allons assister au garde à vue. Commençons par l'interrogatoire de Didier Barbeau. On lui a proposé un avocat. Il n'en a pas voulu. Alors, monsieur Barbeau, question simple et directe. Avez-vous quelque chose à voir avec la mort de votre femme ? Je vous écoute. Ben non. Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre a pu tuer votre femme ? Et là, silence. On sent que ça bouillonne dans sa tête. Je vous repose la question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre que vous a pu tuer votre femme ? Oui. Et qui ? Stéphanie Livet. D'accord ? Pour quelle raison ? Ça a à voir avec mon suicide. Enfin, ma tentative. Là où on a trouvé la voiture et le corps d'Anne. J'ai appelé un copain. Et c'est Stéphanie qui a dit à mon copain que j'étais là-bas dans la forêt. Comment elle savait ? Comment elle le savait, c'est qu'elle me surveillait. C'est là que j'ai commencé à avoir un doute. Vous l'avez rencontrée comment, cette jeune femme ? Quand ils sont installés dans le village, elle et son mari, je les ai aidés pour les travaux, avec mon tracteur. Et voilà, après, on m'a dit qu'elle était tombée amoureuse de moi. Bref, il raconte des salades. Et au passage, il lui colle le meurtre sur le dos. Sa maîtresse, son amour. Alors voir ce qu'elle dit, elle. Je vous rappelle que son portable a borné dans la forêt où on a retrouvé la voiture la nuit qui précède la soi-disant disparition. Ou plus sûrement, la nuit qui suit le crime. Au début de sa deuxième audition, la gendarme qui l'interroge lui pose une question toute bête. Vous connaissez le numéro de téléphone de Didier Barbeau, Madame Livet ? Oui, 06 22 35 88 20. Et celui d'Anne Barbeau, vous le connaissez ? Non, ça je le sais pas. Or, elle vient de dire qu'elle était plus proche d'Anne que de Didier. Menteuse. Après la troisième audition, quand la gendarme la ramène dans sa cellule, elle lui dit « Ah oui, je voulais vous dire, Didier Barbeau est lui aussi en garde à vue en ce moment. Hein ? Bon voilà, reposez-vous, on reprendra votre interrogatoire demain matin. » Et elle la laisse mariner tout le reste de la nuit. Malin, le lendemain matin, Didier Barbeau est interrogé le premier. Et les gendarmes lui collent sur la table les 50 échanges téléphoniques qu'il a eus avec Stéphanie Livet la veille de la soi-disant disparition de sa femme. Et ça prend du temps, mais il finit par reconnaître que oui, Stéphanie est bien sa maîtresse. On avance, mais pas assez. Voyons ce qui se passe dans le bureau d'à côté. Stéphanie Livet va-t-elle dire à son tour la vérité ? Voilà, j'ai réfléchi. Je veux dire que... oui, on était ensemble avec Didier. Ça, c'est fait. Ils sont à la colle. On le savait, ils le confirment. Retournons dans le bureau où se trouve Stéphanie Livet, pile au moment où la gendarme abat sa carte maîtresse. Votre portable, Madame Livet, vous situe dans la forêt
où on a retrouvé le corps d'Anne Barbeau, en pleine nuit, précisément à 00h30. Qu'est-ce que vous faisiez là, Madame Liget? Elle est coincée. Elle est coincée et elle dit que c'est lui, Didier Barbeau, qui l'a appelé en pleine nuit pour venir le chercher dans la forêt. Et que quand elle est arrivée, elle a vu une voiture qui brûlait au loin. Et lui, il m'a dit, ça y est, c'est fait. Elle aurait donc servi de taxi, mais pas plus. Pourquoi pas? Dans le bureau d'à côté, ça fait 24 heures que Didier Barbeau est sur le grill. Le fruit est mûr. Il va tomber. Et pas comme on s'y attendait. Car figurez-vous que depuis qu'elle est sa maîtresse, Stéphanie Livet a eu un petit garçon. D'après lui, la paternité de ce gamin est le sujet de toute l'affaire. Allons bon, écoutons-le. Je sais pas si c'était mon fils, vraiment. Mais Stéphanie voulait absolument que je le dise à Anne. Et elle me disait, si tu le fais pas toi, ben je le ferai moi-même. Mais moi, je voulais pas. Pour moi, c'était la honte. Enfin, divorcer, lui dire alors qu'on peut pas avoir d'enfant. Ben, moi, je viens d'en avoir un avec Stéphanie. D'accord. Et après? Ben après, c'était le 15 mars. Stéphanie m'a envoyé un message pour me dire, je suis en bas. Elle est rentrée dans le garage. Elle a coupé le compteur. À ce moment-là, Anne est descendue à la cave pour remettre l'électricité. Et je l'ai entendu crier « Didier, Didier, il y a quelqu'un !» Et elles ont commencé à se battre. Et là, il raconte qu'il descend à son tour dans la cave, qu'il attrape une bûche et que, bam, il frappe sa femme à la tête. Mais elle n'est pas morte. Et là, ben Stéphanie a pris une cordelette et elle l'a étranglée. Et après, elle m'a dit, c'est bon, elle est morte. Dans sa version à lui, c'est lui qui frappe sa femme d'un coup de bûche, mais c'est elle, Stéphanie, qui la tue en l'étranglant. Dans le bureau d'à côté où elle est interrogée, l'enquêtrice de la gendarmerie pose les aveux du Didier Barbeau sur la table. Est-ce qu'elle confirme que ça s'est passé comme ça? Oui, j'ai coupé l'électricité. Et oui, Anne est descendue à la cave. Et Didier est arrivé, il a frappé Anne à la tête avec une bûche. Et après, elle n'était pas morte. Alors moi, je l'ai étranglée. Pour pas qu'elle souffre. Stéphanie Livet décrit le même scénario que Didier. Reste une dernière question. Est-ce que c'était prévu, tout ça? Ben, il voulait pas divorcer. Alors il m'a dit ce que je devais faire. Couper l'électricité, tout ça. Pour qu'elle descende à la cave. C'était donc prémédité. C'était un guet-apens. C'est un assassinat. Et Didier Barbeau finit par le reconnaître à son tour, même si 2 mois plus tard, il fera marche arrière et collera tout sur le dos de sa maîtresse. Il nous reste à explorer la question du mobile de cet assassinat. Et là, évidemment, on tire des plans sur la comète. On est dans l'hypothèse. Il n'est jamais facile d'entrer dans les motivations profondes d'un crime. Je vous ai raconté que Didier Barbeau et sa femme Anne n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qu'ils avaient fait des fives à répétition, et puis qu'Anne était tombée enceinte, mais que l'enfant, une petite fille nommée Félicie, était mort-née. Mais je ne vous ai pas dit que Stéphanie Livet et son mari, dont elle venait juste de se séparer un mois avant le crime, eux aussi ont connu un drame. Une petite fille prénommée Morgane, née avec une malformation cardiaque et qui a fini par en mourir. Et donc au début de l'histoire, on peut imaginer que cette souffrance commune rapproche les deux couples.
Et puis les Barbeau décident d'adopter un petit Éthiopien. D'après ce qu'on sait, Anne était emballée par cette adoption. Didier, un peu moins. Un petit garçon noir, dans le village. Que vont dire les gens? Là-dessus, Stéphanie tombe enceinte. Et elle accouche d'un petit garçon qui s'appelle Noah. Et elle dit à son amant Didier, « T'es le père !» Pour lui, ça change tout. Il a un enfant à lui, désormais. Vraiment à lui. Fait avec ses couilles, si j'ose dire. Dans ces conditions, pourquoi adopter un petit noir? Hein? Pourquoi? C'est ça le décor du crime. Et c'est peut-être le mobile. Peut-être. Et là où ça devient fou, c'est que le petit noir n'est pas le fils de Didier Barbeau. Pendant l'instruction, on a fait un test génétique. C'est pas son fils. C'est le fils de l'ex-mari de Stéphanie. C'est vertigineux. Le mobile s'effondre. Mais trop tard. Car il s'effondre après le crime. Le procès des amants diaboliques a lieu à Nantes en janvier 2016. Accusés d'assassinat, ils risquent tous les deux la perpétuité. Et le procès commence par un coup de théâtre. Madame la Présidente? Oui, Monsieur Barbeau? Je voudrais faire une déclaration. Je plaide coupable. En fin d'instruction, il avait accusé Stéphanie Livet d'être le leader du crime. Finalement, il assume. Ils ne joueront pas l'un contre l'autre, mais main dans la main. Car ils s'aiment toujours, figurez-vous. Ça, c'est elle qui le dit. C'est quelqu'un qui, quelque part, m'a sauvé, qui a mis du soleil dans ma vie. Et je l'aime toujours. J'ai toujours les mêmes sentiments pour nous, et si un jour, quand on aura fini notre peine, on peut continuer notre vie ensemble et mourir ensemble. S'il est d'accord, moi, je le veux. Donc, lui plaide coupable et elle dit qu'elle l'aime toujours. Mais en attendant, sur le scénario du crime, et notamment sur le moment où Anne est étranglée, il se renvoie la balle. Ah mais c'est elle qui a attrapé la corde et qui l'a étranglée. Moi je voulais pas voir ça. Je suis allé dans le salon. Mais c'est lui qui m'a tendu une corde en me disant on peut pas la laisser comme ça. Et il est resté. Il est resté jusqu'au bout. Mais tous les deux concèdent que ce crime avait été organisé, prémédité. Allons directement au réquisitoire de l'avocat général. Intéressant et plutôt fin. Je ne vous demanderai pas la même peine pour chacun d'entre eux. Je vous demanderai une peine adaptée à chacun. Car s'ils ont fait un choix à deux, s'ils sont tous les deux dans la manipulation, il y a une différence fondamentale entre eux. Didier Barbeau a tué sa propre femme. Stéphanie Livet a tué une rivale. Quant à la préparation de cet assassinat, elle est clairement l'apanage de Didier Barbeau. Stéphanie Livet adhère au projet, mais ça n'est pas elle qui mène la danse. Dans cette affaire, Didier Barbeau était la bombe et Stéphanie Livet le détonateur. Et à ce titre, il demande 30 ans de réclusion criminelle pour lui et 25 pour elle. Il a convaincu les jurés, car c'est le verdict qu'il rend. 30 ans pour Didier Barbeau, consacré leader du crime, et 25 pour Stéphanie Livet.
Elle avait dit qu'elle l'aimait encore et qu'elle ne savait pas si lui l'aimait toujours au-delà de cet assassinat. Eh bien, on a la réponse. Elle est dérangeante. Elle va peut-être vous paraître insupportable. Mais sachez qu'ils se sont mariés depuis, en prison. Ils ont commencé par demander un rapprochement dans le même établissement pénitentiaire de Bapaume, près de Lille. Ils se sont vus plusieurs fois au parloir et ils se sont mariés. Pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté un meurtre commis en 2013 en Loire-Atlantique, le meurtre d'Anne Barbeau, tuée par son mari Didier, et la maîtresse de celui-ci, Stéphanie Livet, qui ont été coupées respectivement de 30 et 25 ans de réclusion criminelle. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître Céline Pellerin-Goubeau. Vous étiez l'avocate de Stéphanie Livet dans ce dossier. Votre cliente est comme de 25 ans de réclusion criminelle, alors que son amant Didier Barbeau prend 30 ans, alors que c'est elle qui l'étrangle. On a du mal à comprendre la logique, mais vous allez m'expliquer. Oui, tout à fait. Alors, elle prend en effet 25 ans et Didier 30, tout simplement parce que a été mis à jour pendant le procès, pendant l'instruction, le fait que c'est Didier Barbeau qui a la capacité, je dirais, d'échafauder le scénario, de prévoir. C'est lui qui sait que son épouse part à telle heure le matin, c'est lui qui sait que le disjoncteur va facilement disjoncter. Enfin, voilà, il a connaissance de ces éléments-là, donc ça lui permet d'échafauder ce scénario. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il va, et puis d'autres éléments, qu'il va être condamné plus durement que Stéphanie Livet. L'avocat général dit il est plus responsable qu'elle parce que c'est sa femme, alors que Stéphanie Livet est sa maîtresse. Oui, alors il dit pas que ça, mais oui, il y a également cet élément-là. Il y a le côté aussi, pendant l'instruction, la posture de Didier Barbeau qui va être dérangeante, qui va compter aussi. Ce sont les interviews, c'est la marche blanche, c'est toute cette posture active de Didier Barbeau, alors que Stéphanie Livet, de son côté, elle est très discrète. On ne la verra pas pendant les recherches. Elle va être cloîtrée chez elle. Donc il y a ça aussi qui compte dans l'appréciation des comportements de chacun. C'est une femme influençable, fragile, votre cliente, maître Pellerin-Goubeau? C'est une femme qui est très fragile et influençable parce qu'on est à peu près 1 an du décès de sa fille. Sa fille est décédée, elle avait 10 ans.